donc sans trop tarder, aujourd'hui, on va essayer de voir euh, les aspects des conseils, des recommandations et des erreurs à éviter dans notre gestion de nos projets. Mais avant de rentrer dans ça, on va d'abord faire un petit aperçu sur les normes et les textes que vous allez très couramment rencontrer dans les marchés de BTP. Donc, vous arrivez à voir l'écran? Vous arrivez à voir l'écran? Oui, Oui, tout à oui. fait, c'est الحق. Ok, C'est super. bien clair. Super. Donc, voilà. Donc, nous allons commencer par faire un petit aperçu sur les normes que vous allez très couramment rencontrer dans les projets. Mais d'abord, avant de voir ça, dans les descriptifs, le prescripteur, en fait, souvent, il fait appel à plusieurs normes et plusieurs textes. Et dans cet appel à ces normes et ces textes, en fait, il y a deux choix d'utiliser les normes. Soit que le prescripteur, il va dire que toutes ces normes, à la fois, il faut qu'elles soient respectées. C'est-à-dire que finalement, c'est comme si on va partir sur la norme la plus contraignante. Si je donne un simple exemple, par exemple, si le point en question, c'est par exemple concerne la tolérance par rapport à la verticalité d'un poteau, donc le prescripteur, il peut décider de partir à chaque fois sur la norme la plus contraignante. Ça veut dire, parce que quand on dit que toutes les normes doivent être respectées, c'est comme si finalement on part sur la norme la plus contraignante. Donc si par exemple le point en question concerne une tolérance par rapport à la verticalité d'un poteau, donc on va partir sur la norme qui est dans l'intervalle le plus restreint. Donc le prescripteur, il peut décider de travailler comme ça. Mais il peut également décider de faire tout simplement un certain ordre dans lequel on va consulter les normes. C'est-à-dire que par rapport à chaque point, on va consulter une première norme. Si la norme en question ne traite pas justement ce point, on passe à la norme suivante et ainsi de suite. Mais c'est le prescripteur qui doit nous donner à chaque fois l'ordre à suivre. Et souvent, parce qu'il y a des normes qui se complètent, vous avez par exemple une norme qui traite le béton armé et une autre norme ou texte qui traite par exemple le béton précontraint, par exemple. Donc, c'est deux normes qui ne parlent pas de la même chose. C'est deux normes qui se complètent. Donc, le prescripteur, il est obligé de citer les deux parce que c'est deux normes qui se complètent. Mais parfois, vous avez des normes qui traitent les mêmes points. Et le prescripteur, il le fait par précaution parce qu'il a peur, de peur qu'un point, par exemple, ne soit pas traité par une norme. Donc, il a tendance à citer plusieurs normes, même si les normes parlent de la même chose. Donc, juste pour être sûr que si le point n'est pas traité par la première norme, eh bien, on va le retrouver dans la deuxième norme. Donc, il diminue la probabilité qu'un point ne soit traité par aucun des textes qui sont cités. Donc, bien sûr, nous allons commencer par la norme marocaine, nous sommes au Maroc. Pour la norme marocaine, il y a un institut qui s'appelle IMANOR, Institut marocain de normalisation. C'est un institut qui se trouve à Rabat, qui est sous tutelle du ministère de l'Industrie. C'est une personne morale, c'est un établissement public. Et c'est cet institut qui s'occupe de l'élaboration des normes et de la promotion de leur utilisation. Et cet institut, il ne s'occupe pas uniquement de l'élaboration des normes dans le domaine du BTP, mais dans tous les domaines, dans l'agroalimentaire par exemple, dans le domaine pharmaceutique, dans tous les domaines d'activité. Et à chaque fois qu'il s'agit de créer une norme, eh bien, cet institut, il va créer une commission technique auprès du ministère concerné. Et dans cette commission technique, il va créer, selon le besoin, ce qu'on appelle des groupes de travail. Et chaque groupe de travail, il se penche sur une question plus précise. C'est-à-dire, concrètement, si on donne par exemple, s'il s'agit de créer par exemple une norme dans le domaine de la médecine, une norme qui concerne une maladie ou quelque chose comme ça, eh bien, cet institut, il va créer une commission technique auprès du ministère tutelle, ça veut dire le ministère de la Santé dans ce cas-là. Et cette commission technique, elle ne va pas se composer uniquement des représentants du ministère et des représentants de IMANOR, mais elle va se composer de toutes les personnes physiques et morales qui peuvent avoir une valeur ajoutée dans la question traitée. Donc ça va se composer de représentants du ministère et plus particulièrement du département concerné. Ça va se composer également des représentants de IMANOR, mais ça va se composer par exemple de la représentation de l'ordre des médecins par exemple,
d'experts, de profs universitaires éventuellement, de laboratoires, de pharmaciens, etc. Enfin, toutes les personnes physiques ou morales qui peuvent avoir une valeur ajoutée dans la question traitée. Et pour nous, pour ce qui nous concerne, le domaine du BTP, ce Imanor, cet institut, il a créé exactement 13 commissions auprès du ministère tutelle, ça veut dire le ministère de l'équipement. Et pourquoi il a créé 13? Pourquoi il n'a pas créé une seule norme, une seule commission? Bah, tout simplement parce qu'il y a plusieurs questions à traiter. Donc, il y a une commission, par exemple, dans le domaine de l'étanchéité, il y a une commission dans le domaine de la signalisation routière, une commission dans les liens hydrauliques, etc., etc. Et il n'est pas normal que la même commission travaille sur toutes ces questions parce que là, on parle de spécialisation et spécialité. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs commissions. Et évidemment, chaque commission, elle est composée par des groupes de travail. Et chaque groupe de travail, il se penche sur une question plus précise. Donc, par rapport à la norme, on passe à la norme française. Tout à l'heure, pour la norme marocaine, l'organisme qui s'occupe des normes, c'est Imanor, qui est un établissement public. Mais pour le cas de la France, l'organisme qui s'occupe de la normalisation, c'est une association. Ce n'est pas un établissement public, c'est une association qui s'appelle AFNOR. Et AFNOR, c'est l'abréviation de Association française de normalisation, qui est considérée comme le noyau de la normalisation en France. Toutes les normes, elles passent par AFNOR, qui a été créée en 1926. Cette association qui fait également les formations et la certification. Donc, cette association, elle se compose de plusieurs centaines de membres, et ces membres, c'est des entreprises dans tous les domaines. Voilà, donc c'est des entreprises de travaux, par exemple, c'est des laboratoires, etc. Il y a plus, je crois, de 2500 membres. Donc, c'est vraiment le noyau de la normalisation en France. Et comme tout à l'heure, comme au Maroc, AFNOR s'occupe de la normalisation dans tous les domaines d'activité. Comme ce que j'avais cité dans le séminaire précédent, j'avais même vu des normes dans le domaine de tatouage qui sont effectuées par AFNOR. Donc vraiment, ça concerne vraiment tous les domaines. Mais il y a une petite différence de la norme française par rapport à la norme marocaine, c'est qu'à partir de l'appellation, en fait, il y a plusieurs informations qu'on peut dégager, soit sur le contenu de la norme, soit sur la manière avec laquelle la norme s'est faite, parce qu'il y a plusieurs itinéraires que le travail peut suivre justement pour donner lieu à une norme. Une norme, je dirais, normale, standard, qui a suivi un cheminement normal, elle commence par l'abréviation, de manière générale, elle commence par l'abréviation NF, ça veut dire norme française, plus la référence de cette norme. Donc NF, puis une référence. Une référence qui se compose de plusieurs chiffres. Mais on peut avoir également ce qu'on appelle des fascicules de documentation. En fait, parce que AFNOR, parfois, elle veut créer une norme, mais elle sait que si du jour au lendemain, elle projette une norme dans le marché, ça va créer une zizanie. Parce que supposons par exemple que la norme en question, elle va abroger carrément l'utilisation d'un produit ou bien d'un procédé, par exemple. Mais on ne peut pas abroger un produit ou un procédé du jour au lendemain parce que les professionnels, ils ont des machines, il y a des usines, il y a des stocks de ce produit, soit chez les fournisseurs, soit chez les consommateurs. Et si du jour au lendemain, on parachute comme ça une norme et pour dire que tel produit ou tel procédé sont abrogés, eh bien, ça va créer un problème. Donc, AFNOR, dans ce cas-là, il préfère y aller petit à petit en éditant ce qu'on appelle justement ce fascicule de documentation qui commence par FD, c'est pas par NF, mais ça commence par FD. Et dans le fascicule de documentation, au début, elle mentionne la date à partir de laquelle, en fait, ce fascicule de documentation, il a une vie, par exemple, d'1 année ou bien de 2 années. Et AFNOR, il mentionne à l'expiration de ces 2 années, de ce délai, AFNOR, elle va sortir maintenant une norme, parce que le fascicule de documentation son application n'a pas un caractère obligatoire. Elle est sortie juste à titre informatif. Donc, AFNOR, elle informe
les professionnels qu'il y a une norme qui est en cours d'élaboration. Pour le moment, son application n'est pas obligatoire, mais elle va le devenir dans 2 ans. Donc, ça laisse le temps aux professionnels de se préparer, donc de liquider les stocks, par exemple, des produits qui sont abrogés, de changer éventuellement les machines ou bien apporter les modifications nécessaires, etc. Et à l'expiration de ce délai, qui est mentionné généralement dans le fascicule, AFNOR, elle va sortir cette fois-ci une norme en bonne et due forme qui va commencer par NF pour mettre fin au fascicule et donner lieu à une vraie norme homologuée dont l'application est obligatoire. Il y a également ce qu'on appelle les normes expérimentales, qui généralement ils commencent par XP ou bien par P, parce que AFNOR, parfois, elle sort une norme, mais elle n'est pas très sûre de la fiabilité de la norme. Donc, elle va se donner un délai, également d'une année ou de 2 ans. De toutes les manières, ce délai il est spécifié il est mentionné dans la norme. Donc, elle va se donner un délai. Et pendant ce délai, elle va recevoir le retour d'expérience suite à l'application de cette norme. Parce que c'est ce retour d'expérience qui va compléter, soit confirmer les dispositions de la norme, soit voilà, faire des remarques et éventuellement donner lieu à des révisions et des modifications ou des améliorations. Donc, elle sort cette norme expérimentale, elle se donne 2 ans et pendant ces 2 ans, les professionnels ils vont faire le retour à AFNOR. AFNOR va étudier ce retour d'expérience, évidemment, et à l'expiration de ces 2 ans, elle va éventuellement apporter les modifications pour après sortir une vraie norme qui commence par NF cette fois-ci, mais qui conserve l'ancienne appellation, c'est-à-dire NF, ensuite P ou bien XP pour dire que c'est une ancienne norme expérimentale, mais maintenant elle n'est plus expérimentale, c'est une vraie norme homologuée en bonne et due forme. Il y a également, et ça peut-être nous allons le voir tout à l'heure, les normes européennes qui généralement commencent par EN, ça veut dire European Norm, mais il y a une particularité dans le système français, même si les normes européennes sont créées par l'Europe pour l'Europe, mais leur application n'est pas obligatoirement transposable de manière directe en France. Donc, il y a des normes qui sont européennes, mais qui ne sont pas applicables en France parce que AFNOR il peut juger que ce n'est pas homogène au contexte français. Donc, mais quand une norme européenne est homologuée par AFNOR, parce que pour qu'elle soit appliquée en France, il faut qu'elle soit homologuée. Nous avons dit tout à l'heure que AFNOR, c'est vraiment le noyau de la normalisation en France. Toutes les normes passent par AFNOR. Donc, pour que la norme européenne soit applicable en France, AFNOR, elle va l'homologuer ou pas. Donc, au cas où elle l'homologue, à ce moment-là, l'ancienne norme européenne, elle commence par EN, mais quand elle est homologuée par le système français, elle commence à ce moment-là par par NF, norme française, plus donc NF, ensuite EN, ensuite la norme. Ça veut dire que c'est une norme qui est à la base européenne, mais qui est homologuée par le système français et donc applicable en France. Il y a également des normes qui commencent par A, ça veut dire que c'est des normes qui partent des armatures. Donc vraiment, moi j'aime bien ce côté dans la normalisation française, c'est qu'à partir de l'appellation, vraiment il y a beaucoup d'informations qu'on peut dégager. Il y a également la norme européenne. La norme européenne, elle est créée par la Commission européenne de normalisation. Alors pour le Maroc, c'est IMANOR, pour la France, c'est AFNOR, et pour la norme européenne, c'est CEN, la Commission européenne de normalisation. Et l'objectif de la création d'une norme à l'échelle européenne, c'est de casser les frontières entre les pays de l'Europe et de permettre à des entreprises européennes de se déplacer et de s'exporter beaucoup plus facilement, donc de casser toutes les frontières au niveau des lois, pas des lois, mais au niveau des normes, donc de permettre vraiment de faciliter l'exportation, le déplacement de ces entreprises au-delà du sol de leur pays d'origine. Voilà, donc, et généralement, les normes européennes commencent par EN. De manière générale, ça commence par EN. Ensuite, vous avez les DTU. Les DTU, ce n'est pas vraiment des normes. Les DTU, ça veut dire les documents techniques unifiés. C'est des documents qui ont vu le jour en 1958 à l'initiative de CSTB. Et le CSTB, c'est le Centre scientifique et technique de bâtiment. C'est un centre qui est français,
qui a été créé en 1947, ça veut dire juste après la Deuxième Guerre mondiale, parce que la France, à ce moment-là, elle sortait de la guerre, donc elle était à terre, il fallait reconstruire le pays, et donc et le CSTB a été créé dans l'objectif d'accompagner la reconstruction de la France sur le plan de la qualité et de la sécurité des bâtiments. Et au départ, c'était créé que pour ça, mais par la suite, le centre s'est tellement développé que finalement, il a étendu ses activités pour faire également, pour faire les recherches, pour faire la certification, l'expertise et l'évaluation. Et il s'est vraiment très très bien développé. Non seulement ça, mais en plus, il s'est exporté au-delà des frontières françaises. Et aujourd'hui, c'est un centre qui est présent un peu partout dans le monde et qui jouit d'une très très grande réputation. Au point que, vous savez, quand un fournisseur souhaite mettre dans le marché un nouveau procédé ou bien un nouveau produit, il faut qu'il le valide par un organisme de renommée, voilà, de renommée, quoi, qui a une bonne réputation. Et quand un produit ou bien un procédé est validé par CSTB, ce fournisseur, il peut vraiment vendre son produit sans aucun problème parce que dès qu'on voit un avis favorable de la part de CSTB, tous les prescripteurs, les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les architectes, tout le monde, il va l'accepter vraiment les yeux fermés. Parce que ce centre, vraiment, il jouit d'une très très grande réputation. Donc, je continue par rapport au DTU. Donc, nous avons dit que nous étions en train de parler du CSTB, mais nous avons dit que les DTU ont vu le jour en 1958 à l'initiative du CSTB. Et j'étais en train de parler du CSTB, le centre français. Mais pourquoi le CSTB voulait créer les DTU? En fait, il avait remarqué que, parce que logiquement, quand vous avez deux projets qui parlent tous les deux de bâtiments, donc un projet X qui parle d'un projet de bâtiment et un projet Y qui concerne également la construction d'un bâtiment, bah, logiquement, les clauses techniques doivent se ressembler un peu. Il faut qu'il y ait une ressemblance. Mais le CSTB a remarqué que quand on change de projet, les clauses étaient complètement différentes. Donc elle a trouvé que c'est pas normal, ce qui est juste. Elle a trouvé que c'est pas normal que les clauses soient complètement différentes dès qu'on passe d'un projet à l'autre. Donc, elle voulait créer comme une sorte de marché type, de CPS type en fait. C'est pour ça au départ, c'était ça l'objectif. C'est juste d'harmoniser un peu comment on appelle ça, les CPS, de manière à créer des clauses techniques type. Donc, ça permet d'harmoniser les marchés. En plus, ça permet également de faciliter la négociation entre les maîtres d'ouvrage et les entreprises. Parce que dans le descriptif, il suffit de faire appel justement au DTU pour que toutes les clauses du DTU soient applicables. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de réécrire tous les DTU. Et bien sûr, dans un marché, il se peut qu'il y ait des clauses dans le cahier technique, dans les clauses techniques particulières. On peut faire des dérogations, mais déjà on a 90% du marché qui est fait. Et ça facilite également l'écriture des marchés. Donc l'objectif, c'était ça. Et les DTE, ils sont payants et ils sont vendus en ligne sur les sites du CSTB qu'on a vu tout à l'heure. Et sur le site également de AFNOR, dont on a parlé, qui est le noyau de la normalisation française. J'ai fait une consultation sur les prix, parce que chaque DTE, vous savez, il y a une liste des DTE. Il y a le DTE concernant le béton, le DTE concernant le revêtement, concernant la menuiserie, concernant l'étanchéité, etc. Et chaque DTE se compose de plusieurs parties. Vous avez la partie, par exemple, P1, et ensuite P11, ensuite P11, P12, P13, ensuite P21, etc. Donc, chaque DTE est composé de plusieurs parties. Et chaque partie coûte généralement entre 70 € et 200 €, quelque chose comme ça. Mais en 2006 ou 2008, si la mémoire est bonne, parce que l'application des DTE n'a pas un caractère obligatoire. Mais à partir de soit 2006, soit 2008, leur application est devenue obligatoire parce que maintenant, ils font partie des normes et ils sont homologués par la normalisation française. Ils ont été homologués par AFNOR
Et du coup, avant, ça commençait par DTU. Vous avez DTU, ensuite le numéro du DTU en question. Mais maintenant, vous allez NF, ensuite DTU, ensuite la référence. Parce qu'ils font partie, maintenant, ils font désormais partie de la norme française. Et leur application maintenant est obligatoire. Donc maintenant, ça commence plus par DTU, mais ça commence par NF, ensuite DTU, ensuite le DTU en question. Et ça, c'est à partir de soit 2006, soit 2008. C'est un peu récent. Donc, on passe au BAL. Le BAL, c'est le béton armé aux états limites. Donc, comme vous savez, le béton armé, c'est un matériau qui se compose du béton. Le béton, c'est un matériau qui résiste très, très mal aux efforts de traction, mais qui est très résistant par rapport aux efforts de compression. Et l'acier, les armatures, c'est un matériau qui résiste très, très bien aux efforts de traction. Donc, quand on marie les deux, quand on fait l'assemblage entre l'acier et le béton, ça nous donne un matériau qui s'appelle le béton armé et qui résiste parfaitement aussi bien aux efforts de compression qu'aux efforts de traction. Et le BAL, c'est le cahier qui nous donne les règles de calcul des structures en béton armé. Il nous montre comment on calcule, comment on dimensionne les structures en béton armé. Donc, il nous donne les règles, il nous donne les formules, il nous donne les principes de calcul, etc. Donc, c'est la Bible, si vous voulez, du calcul du béton armé. Il y a eu une version qui s'appelle BAL 83, dont les dispositions étaient applicables en 1985. Mais à la sortie de cette première version, elle a subi beaucoup de critiques suite à l'application, justement. Le retour d'expérience de la part des professionnels était un peu négatif. Donc, il y avait beaucoup de critiques par rapport à la rédaction de certains paragraphes. Il y avait beaucoup d'articles qui ont été critiqués. Donc, elle a reçu vraiment beaucoup de critiques, cette première version. Mais en même temps, pendant cette période, les Eurocodes étaient en cours d'élaboration, que nous allons voir un peu plus loin. Donc, ils se sont dit, on ne va pas faire une refonte globale du BAL parce que les Eurocodes ne vont pas tarder à voir le jour. Donc, on va faire juste une sorte de toilettage, on va nettoyer, on va peut-être refaire la rédaction des paragraphes qui sont mal écrits ou qui sont mal interprétés. Revoir les articles qui sont très critiqués, etc. Donc, ils ont fait juste une sorte de toilettage de cette version 83 qui a donné lieu au BAL 91 dont les dispositions étaient applicables en 1992, mais cette version, à son tour, elle a été modifiée en 1999. Le BPEL, qui est le béton précontraint aux états limites, le béton précontraint. Le béton précontraint, à la différence du béton armé, c'est un béton qui comprend également des armatures, qui comprend de l'acier, mais qui comprend beaucoup moins d'acier par rapport au béton armé. Et cette différence, elle est compensée par des câbles qui passent par ce béton. C'est des câbles, en fait, qui traversent le béton. Et ces câbles, ils sont tendus. Et ensuite, ils sont bloqués aux extrémités. Et le fait de les bloquer et de les relâcher, ils ont tendance à revenir à la position initiale. Et en tentant de revenir à la position initiale, ils vont appliquer un effort de compression sur le béton. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que quand on applique quand on soumet justement ce béton à un effort de traction, il y a déjà une partie, quand vous allez tendre le béton, il faut d'abord exercer un premier effort juste pour annuler l'effort de compression qui est exercé par le câble. Et c'est à partir de ce moment-là que le béton va vraiment commencer à sentir qu'il y a un effort de traction, si vous voulez. C'est pour ça que même s'il y a moins d'acier, mais le fait que ce béton est soumis à un effort de compression, ça lui donne vraiment beaucoup de résistance, beaucoup de résistance. Et ce béton, il a des avantages, il a de grands avantages. C'est un béton, par exemple, qui permet de décoffrer une balle au bout de 3 jours seulement, alors que pour le béton armé, il faut attendre 21 jours généralement. Et le béton précontraint également, il permet d'avoir de grandes travées, c'est-à-dire la distance entre les poteaux, d'avoir des poutres et des dalles, et avec des distances grandes quand même entre les poteaux, et en même temps, ça diminue la retombée des poutres. Peut-être que nous allons voir ça plus loin. En tout cas, il a beaucoup d'avantages, ce béton précontraint, mais l'inconvénient, c'est que,
toutes les entreprises n'ont pas forcément les capacités techniques pour utiliser ce produit. Donc, c'est des entreprises qui sont spécialisées dans ça, alors que le BAEL, il est un peu plus voilà, facilement accessible. Et le BPEL, donc C'est après, on va pas la présentation. Ah bon? Oui. Ok, donc je vais... Ah d'accord, excusez-moi. Maintenant? C'est bon. Ah d'accord. Alors, comment faire? Voilà, donc on était là, on était au niveau du BPEL. Donc je disais pour le BPEL, il a suivi pratiquement le même cheminement que le BEL. Ça veut dire qu'il y avait une première version en 83, le BEL 83, dont les dispositions étaient applicables en 1986. Contrairement au BEL tout à l'heure, le BEL 83 était applicable en 1985, mais le BPEL 83 était applicable en 1986. Également, cette version a reçu beaucoup de critiques, donc elle a été révisée pour donner lieu au BPEL 91, dont les dispositions étaient applicables en 1992 et qui, à son tour, été modifié en 1999. Donc, on passe aux eurocodes. Les eurocodes, en fait, on en a parlé tout à l'heure quand on parlait de la version 83 de BAL. Les eurocodes, c'est un ensemble de 58 normes qui font partie de la norme européenne et qui ont été créées par la Commission européenne de normalisation. La CEN avait commencé à travailler sur les eurocodes en 1990, mais aujourd'hui, l'application des eurocodes n'a pas un caractère obligatoire parce qu'ils sont en train de se mettre en place. Et aujourd'hui, ils sont considérés comme vraiment l'un des systèmes les plus puissants de calcul. Les eurocodes, c'est un ensemble de normes qui sont en train de devenir des normes parce que leur application n'est pas encore obligatoire. Et à la différence du BAL et du PPL, les eurocodes, ils permettent de dimensionner les structures, quel que soit le matériau de construction. Donc, de dimensionner les structures en béton, les structures métalliques, les structures mixtes, ça veut dire composées de béton et d'acier. Les constructions, les structures en menuiserie aluminium, les structures en aluminium, les structures en bois et également ça donne des règles de calcul et les dispositions techniques concernant la maçonnerie et également les ouvrages en géotechnique. Donc vraiment c'est un ensemble et les eurocodes, et c'est composé de plusieurs parties. Il y a de l'eurocode 0 jusqu'à l'eurocode 8, de 0 jusqu'à 8. Donc c'est un ensemble de cahiers ou de parties qui nous donne les règles de calcul et de dimensionnement des structures, quel que soit le matériau de construction. Et comme je disais, ils sont créés par la Commission européenne de normalisation, ils sont créés pour l'Europe. Aujourd'hui, petit à petit, ils sont en train de remplacer le BEL que nous avons vu. C'est en train de laisser place à l'Eurocode. Et sûrement, dans quelques années, on n'entendra plus parler du BAL, on n'entendra parler que de l'Eurocode. Par exemple, c'est l'Eurocode 2 qui parle du béton armé, mais les autres Eurocodes, ils parlent de l'aluminium, du bois, etc. Mais c'est l'Eurocode 2 qui parle du béton armé. Et son application également, sûrement dans les années à venir, ça a déjà commencé au Maroc et dans d'autres pays, mais sûrement dans les années à venir, on a commencé à travailler avec au Maroc et dans d'autres pays, mais dans les années à venir, sûrement le BAL disparaît pour laisser place à l'Eurocode. Il y a également le RPS 2000. Donc le RPS 2000, avant ça s'appelait pas comme ça, avant ça s'appelait le RSMB, le règlement sismique marocain du bâtiment, et ensuite il a porté l'appellation le CSMB,
le code sismique marocain de bâtiment avant de porter l'appellation le règlement parasismique 2000, tout simplement, sans faire référence au Maroc, le règlement parasismique 2000. Mais, donc c'est un cahier qui est dans les règles et les dispositions techniques que les bâtiments doivent respecter pour mieux résister aux efforts, aux secousses sismiques. Bien sûr, ces dispositions dépendront de la sismicité de la zone et dépendront également de l'enjeu socio-économique qu'il y a derrière. C'est-à-dire si nous considérons par exemple un immeuble qui sert de dépôt, ce n'est pas le même enjeu socio-économique que si nous parlons par exemple d'un musée à l'Égypte dans lequel on stocke ou on expose des œuvres archéologiques qui ont une grande importance historique et qu'on ne peut pas reproduire. Donc c'est pas la même chose. Également, c'est pas la même chose si nous parlons d'un établissement par exemple scolaire ou bien par exemple d'un théâtre ou d'un bâtiment qui abrite du public. Donc ce n'est pas la même chose. L'enjeu n'est pas le même. Donc, en fonction de ces données, le RPS 2000, il nous donne les règles à respecter, que les bâtiments doivent respecter pour justement limiter les dégâts en vie humaine et également les dégâts matériels. Le RPS 2000 a été mis à jour en 2011 suite au tremblement de terre qui a eu lieu à Al-Hoceima en 2004. Comme ça, sur le ferraillage, sur les dimensions des... Voilà. Donc le PS92, c'est la même chose que il est similaire au RPS 2000. Moi, je dirais même que le RPS 2000 il est tiré du PS92 parce que le PS92 il est français et le RPS 2000 il est marocain. Bon, les Français sont un peu plus en avance par rapport à nous, donc c'est normal que nos textes soient tirés et nous sommes un pays francophone. Donc c'est normal que nos textes soient un peu tirés de la normalisation française. Donc la différence justement c'est ça. C'est exactement la même chose, sauf que le PS 92 il est fait par la France pour la France et le RPS 2000 il est marocain. Donc le PS 92 également il nous donne les dispositions techniques que les bâtiments doivent respecter pour minimiser ou limiter les dégâts en vie humaine et les dégâts matériels en cas de secousse sismique. Il y a le CCTG que vous connaissez sans aucun doute. Donc évidemment, il y a le CCAG ça ressemble au CCAG qui est le cahier des clauses administratives générales. La seule différence, c'est que bon, le cahier des clauses administratives générales, comme c'est administratif, donc ça nous donne les dispositions que les marchés publics doivent respecter. Mais comme c'est administratif, le CCAG il est indépendant en fait de la nature des projets. C'est-à-dire que ce soit un barrage, que ce soit un ouvrage d'art, que ce soit un projet de bâtiment, c'est la même chose. Parce que c'est des dispositions qui sont techniques. Donc ça nous donne, par exemple, en cas de différend entre l'entreprise et le maître d'ouvrage, qu'est-ce qu'il faut faire en cas du décès de l'entrepreneur, les documents que l'entreprise doit remettre au maître d'ouvrage, les documents que le maître d'ouvrage doit remettre à l'entreprise, en cas d'ajournement, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Donc c'est administratif. C'est un peu indépendant de la nature du projet. Mais par contre, pour le CCTG, le cahier des clauses techniques générales, justement, comme les clauses sont techniques, donc le CCTG, il dépend, les clauses du CCTG dépendent de la nature, justement, du projet. C'est pour ça que le CCTG se compose de tout cet ensemble de fascicules. Donc, vous avez un fascicule assainissement, un fascicule étanchéité, un fascicule liant hydraulique, etc., etc. Et c'est tout cet ensemble de fascicules, justement, qui forment le CCTG. Et le CCTG, il a été créé dans l'objectif ça sert on va dire de barre minimale. Ça garantit un minimum de qualité par rapport au projet. Ça veut dire indépendamment des textes que nous avons cités en haut, ça garantit un minimum de qualité concernant les projets, les marchés publics. Donc ça donne vraiment le minimum du minimum. Maintenant, à partir de là, on peut espérer avoir mieux dans les autres normes. Mais les CCTG sont faits vraiment pour garantir un minimum de qualité dans les marchés publics.